Bonjour à tous. On se retrouve donc du coup pour le replay du premier webinaire sur l'escalade santé que nous avons organisé le mardi 22 juin à 19h30. C'est donc l'occasion pour ceux qui n'ont pas pu être présents de découvrir dans son intégralité le contenu de ce webinaire et pour ceux qui étaient présents de revoir à nouveau dans son intégralité le webinaire. Les intervenants, il y aura donc Pascal Lanfranchi qui, est responsable de la commission sport santé à la Ligue des Hauts-de-France, de la montagne et de l'escalade et qui est également, élu à la commission fédérale sport santé de la FFME. Ensuite, nous aurons donc, les 2 principaux intervenants qui sont donc, le docteur Sophie Abadie-Lacourtoisie, qui est oncologue à l'Institut de cancérologie d'Angers et Loïc Fèvre, enseignant APA, pareil, l'Institut de cancérologie de l'Ouest d'Angers. Et nous allons donc pouvoir reprendre le webinaire comme il avait commencé. Bon visionnage. Hop, donc on va pouvoir reprendre. Et donc du coup, pour la première diapositive, je vais laisser Pascal Lanfranchi parler de l'escalade dans les Hauts-de-France. Alors voilà, bonjour, donc moi je suis une toute petite intervenante dans ce webinaire, c'est juste pour présenter un peu le projet qu'on a voulu faire au niveau de la Ligue des Hauts-de-France. Donc voilà, on voulait faire un petit peu un état des lieux de ce qui était fait en sport santé au niveau des Hauts-de-France et voir un petit peu ce sur quoi on peut appuyer les leviers, les freins, ce sur quoi on peut avancer pour développer le sport santé. Voilà, donc c'est après en fait, on souhaitait faire une sensibilisation donc par rapport aux professionnels de santé, par rapport aux associations de patients, aux élus, aux enseignants APA, par rapport justement au sport santé et puis plus particulièrement à l'escalade. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a invité le docteur Abadie Lacourtoisie et monsieur Leclerc pour nous parler en fait du projet qui a été fait dans les Pays de Loire et sur lequel on voudrait s'appuyer pour développer chez nous ce beau projet. Donc voilà, donc nous au niveau des Hauts-de-France, on a 35 clubs FFME en 2020-2021. Il y a 3 clubs qui proposent le sport santé en fait avec des animateurs médicaux sport santé qui sont donc formés par un brevet fédéral. Voilà. Et donc il y a d'autres clubs. Donc ça, ce sont les clubs qui sont en vert. Donc il y a le club de Sakapoff, de Gravelines et du CEB. Il y a d'autres clubs qui souhaitent développer des créneaux. Donc au niveau fédéral, on a une formation à disposition pour le sport santé et l'escalade. Et voilà, donc en fait, le travail surtout au niveau fédéral, en fait, c'est répertorier un petit peu tout ce qui se fait sur le territoire en fait au niveau national. Au niveau escalade, la formation est mise en place. Après, c'est essayer de créer un réseau. Alors, au national, ce serait super. Déjà, au niveau région, ce serait déjà vachement bien. Voilà. Donc, en fait, ça, c'était un petit peu juste une petite diapo pour rappeler un petit peu le parcours, en fait, qu'on peut faire au niveau du sport santé, donc au niveau de la prescription prescription du sport sur ordonnance. Donc, en fait, c'est pour des patients. Bon, je pense que le docteur Abadi, la courtoisie, va le rappeler peut-être après. Mais c'est juste pour faire une petite synthèse rapide. Donc, le sport santé, ça concerne en fait des patients qui sont soit en ALD, soit donc notamment par exemple avec un cancer du sein, mais aussi tout ce qui est pathologie chronique. Donc, qui peut aller voir un médecin prescripteur, donc qui est généraliste, mais maintenant spécialiste ou oncologue, et qui ce médecin, grâce en fait avec le Vidal du sport et des aides à la prescription, peut faire une prescription sur ordonnance. Ce patient va après faire un bilan et après sera dirigé vers des clubs qui sont formés pour accueillir ce genre de public. Pour l'escalade, donc juste un petit rappel en fait. Donc c'est en fait on travaille sur l'amplitude de l'épaule, la force de préhension, la proprioception, l'équilibre, au niveau du poids aussi pour des gens qui peuvent être en surpoids. Et il y a aussi une action positive sur les cartilages par activité dynamique sans portage. Voilà, donc, tu peux passer, Clément. Oui. Voilà, donc là, on va vous faire passer une petite vidéo qui a été faite en fait dans le club d'Asa Escalade Avrilé sur en fait le retour d'expérience du sport santé, escalade et multi-activité dans ce club.
C'est devenu un vrai rituel pour ces sportifs. Tous les jeudis après-midi, ils se retrouvent pour prendre de la hauteur, mais rien ne laisse penser que ces participants ont tous survécu à un cancer. Des gens qui ont par exemple opéré du cancer du sein, ils ont besoin de faire confiance dans l'équipe médicale. L'escalade est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on a deux personnes, il y en a un qui grimpe, qui assure, donc il y a une confiance en l'autre. Voilà. Donc ça c'est une relation déjà qui est assez intéressante. Laetitia a justement eu un cancer du sein. Pendant toute la durée de son traitement, elle a continué le sport. Plus qu'un loisir, c'est devenu un besoin. Les chimios, les rayons, tout ça, ça nous fatigue beaucoup. Et le fait de faire du sport, ça nous remet un peu de l'énergie, finalement. Aujourd'hui remise, elle s'est inscrite à ces entraînements adaptés, car l'exercice physique permet aussi de réduire de 50% les risques de récidive. Pour Gérard, c'est un moyen de se surpasser. On apprend à dominer sa peur. Depuis ma maladie et depuis que je fais du sport, je ne me suis jamais senti aussi bien. Même malade, et on peut encore arriver à faire plein de choses. Adapter l'activité à ce qu'ils peuvent faire, à ce qu'ils ont besoin de développer, et surtout en prenant plaisir, quoi. C'est vraiment le principe, c'est le plaisir. Ces sessions d'escalade ne se destinent pas seulement aux patients, mais à tous ceux qui souhaitent reprendre une activité sportive en douceur. Donc en fait, le principe du webinaire, donc c'est le premier webinaire qu'on fait. Donc on voulait vraiment essayer de sensibiliser en fait les acteurs du monde professionnel de santé et du monde du sport à l'intérêt du sport santé. Et puis amener les médecins à prescrire, puisque c'est les seuls qui puissent prescrire, pour les amener vers les clubs en fait qui veulent développer ce genre de pratique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, docteur Abadi et docteur Febvre, enfin Monsieur Febvre, mais moi je trouve que c'est vraiment un frein en fait. Les patients parfois veulent venir, mais en fait il n'y a pas du tout de communication, il n'y a pas de réseau qui sont créés. Alors, je sais que chez vous, dans le Pays de la Loire, c'est bien structuré. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, il y a encore beaucoup de chemin à faire, hein, mais même dans les Pays de Loire. Il y a la formation des médecins à la prescription de l'activité physique, mais même si on enlève le mot prescription, à connaître l'activité physique pour pouvoir donner des conseils à son patient. Et puis certains médecins ont peur de prescrire de l'activité physique à des patients qui ont des maladies chroniques, comme un patient atteint de cancer, alors qu'il n'en est rien, hein, on va le voir. Il y a très peu de contre-indications et il se passe jamais rien. Voilà, il y a très peu de problèmes. Donc en fait, il y a beaucoup de. En fait, il faut que le monde du sport et le monde de la médecine se rencontrent. Et en fait, c'est deux mondes qui ont vécu en parallèle. Il n'y a pas si longtemps que ça, et qui commencent tout juste à se rencontrer. Donc ça va en prendre un peu de temps, et c'est notamment lors de réunions comme ça qu'on fait un peu, je l'espère, avancer les choses. Mais il y a beaucoup de travail, notamment auprès des médecins, et pour les aider à prescrire. On va en parler un petit peu dans ma présentation. Alors du coup, c'était une petite vidéo justement pour introduire ce qui a été fait par Sophie Abadi, la Courtoisie, Loïc Febvre et également Pierre Béthil, le président du club d'escalade de Lassa Avrilé. Et donc du coup, je vais vous laisser partager votre présentation, Madame Abadi, la Courtoisie. Donc bonjour à tous et merci à toute la Ligue d'escalade des Hauts-de-France de nous avoir proposé, à Loïc et à moi-même, de vous parler d'activité physique et de cancer. Alors pas forcément que d'escalade. Vous avez vu, j'ai mis un petit bonhomme qui escalade en plus de la marche nordique, du canoë et de l'escrime. Parce que l'escalade, c'est très intéressant pour nos patients atteints de cancer. Alors on va parler beaucoup de cancer du sein, mais vraiment, il ne faut pas forcément se focaliser uniquement sur les cancers du sein, parce que tous les patients peuvent bénéficier, quel que soit le cancer et le stade de leur maladie, d'une activité physique. Il y a beaucoup de choses qui sont faites déjà pour les patients atteints de cancer du sein. Et à Angers, on travaille beaucoup avec Loïc, notamment pour essayer d'ouvrir l'activité physique, quelle qu'elle soit, à d'autres types de patients, des patients parfois plus âgés que les patientes qui ont des cancers du sein.
Donc, l'inactivité et la sédentarité physique, ce sont 2 facteurs de risque de cancer. On estime que 25% des cancers, que ce soit les cancers du sein ou du côlon, peuvent être induits notamment par une sédentarité importante ou une activité physique. Et ça concerne 40% de la population mondiale. Donc, ce sont 2 facteurs de risque différents, l'inactivité physique et la sédentarité, qui ont un fort impact sur le risque de développer un cancer. Alors, de nombreux cancers ont été identifiés, il y en a 14 à peu près, mais surtout les cancers du sein et du côlon. Alors, on évite de parler de sport en oncologie parce qu'on fait peur aux patients. Donc, je parlerai beaucoup d'activité physique en expliquant aux patients notamment qu'ils peuvent en faire en dehors d'une activité ludique ou d'un sport, parce que certains patients, notamment âgés, ça leur fait très peur d'entendre le mot sport. Ils en sont tellement éloignés qu'il faut vraiment leur expliquer que c'est toute dépense énergétique par rapport à celle de repos qui sera bonne pour leur santé. Donc, on évite de parler de sport, mais on parle plutôt d'activité physique et d'activité physique adaptée. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a un cancer? Eh bien, à l'annonce du cancer, il y a un arrêt du mouvement. Vous voyez ici cette cohorte, c'est une cohorte française de personnes en fait qui n'étaient pas malades, mais qui étaient suivies avec des enquêtes nutritionnelles pendant des années, des enquêtes sur leur niveau de sédentarité, d'activité physique. Et elles étaient suivies jusqu'à ce que certaines, malheureusement, développent un cancer. Et les questionnaires continuaient. Et quand on s'intéresse à l'activité physique, on voit que à l'annonce du cancer, la barre verticale au milieu, là, on a une chute très significative des mouvements, que ce soit l'activité physique légère ou que ce soit l'activité physique modérée. Et la marche simple ne vient pas du tout compenser les activités physiques intenses ou modérées que les patients réalisaient auparavant. Donc, on voit vraiment que c'est à l'annonce du cancer qu'il faut tout mettre en place pour que les patients pratiquent de l'activité physique, parce que c'est un vrai moment où tout s'arrête, où le déconditionnement physique va être extrêmement important. Alors, ce déconditionnement physique, il va être bien sûr cardiovasculaire, musculo-squelettique, avec des patients dont les muscles vont fondre très rapidement parce qu'ils arrêtent de bouger. Et ça va avoir d'importantes conséquences, notamment sur la tolérance des traitements, avec beaucoup plus de toxicité lorsqu'on est désadapté à l'effort, qu'on a moins de muscles. Et les patients vont être beaucoup plus vulnérables. Et puis moins ils vont bouger, plus ils vont être fatigués. Et c'est un véritable cercle vicieux. Donc, ce déconditionnement, c'est un état d'intolérance à l'exercice qui, petit à petit, va mettre les patients dans une perte d'autonomie importante, une altération de l'état général, de la qualité de vie, l'installation dans un processus de fatigue, avec toutes les conséquences que ça va avoir sur le plan social, sur l'estime de soi. Et puis, des choses très importantes dont on va parler par la suite, c'est que le muscle va fondre au profit de la masse grasse qui va augmenter. On a beaucoup de patients qui prennent du poids, qui n'en perdent pas pendant le traitement des cancers. Et cette fonte du muscle et cette prise de masse viscérale abdominale vont avoir d'importants impacts sur la tolérance des traitements. Alors, il y a une véritable trilogie pronostique avec une prise de poids au profit notamment de la graisse viscérale abdominale et d'une fonte du muscle. On peut avoir en gros 3 à 5 kg de graisse viscérale qui vont se développer pendant toute la phase de traitement, par exemple le traitement, la chimiothérapie des patientes atteintes de cancer du sein, alors que les patients peuvent conserver un poids normal. Pendant la phase des traitements, on va avoir à peu près plus d'1 kilo de masse musculaire qui va disparaître. Donc, cela veut dire beaucoup plus de toxicité des traitements. Et si les traitements sont moins bien tolérés, eh bien, ils ne sont pas menés à terme et ça va avoir un impact sur la survie des patients. Ça, c'est des choses qui ont été bien mises en évidence dans le cancer du sein, que les patientes soient en situation adjuvante, c'est-à-dire que le traitement est fait de façon préventive pour éviter qu'elles rechutent ou parce qu'elles sont déjà dans une situation métastatique. Et à l'inverse, eh bien, on va avoir une prise de graisse abdominale avec tout ce que ça peut engendrer en termes de risque cardiovasculaire, de poussée d'hypertension, de diabète, avec un impact sur la survie, notamment lié à d'autres causes que le cancer également. Et puis, les patients obèses ou en surpoids,
Eh bien, on sait aussi que les chimiothérapies vont moins bien fonctionner parce que on ne sait pas trop où circule la chimiothérapie chez ces patients qui sont en surpoids ou obèses. Alors, vous savez, en oncologie, donc on a plusieurs traitements oncologiques. Hein. Vous connaissez la chimiothérapie, vous connaissez bien sûr les traitements chirurgicaux, la radiothérapie, puis il y en a des petits nouveaux tels que l'immunothérapie, l'hormonothérapie des cancers. Donc on a un arsenal thérapeutique de plus en plus fourni, mais aussi avec des traitements qui ont de forts impacts en termes de fatigue et qui ont d'autres effets secondaires. Fort heureusement, les nouveaux traitements tels que l'immunothérapie sont beaucoup moins fatigants. Et puis on a des traitements autres que la chimiothérapie, telles que les thérapies ciblées, qui peuvent parfois, fort heureusement, être mieux tolérées que la chimiothérapie. Alors la fatigue, c'est un effet secondaire qui est particulièrement présent chez les patients. 60 à 100% des patients vont avoir des problèmes de fatigue et cette fatigue va durer vraiment extrêmement longtemps. Les patients peuvent ne pas reprendre leur activité professionnelle justement parce que cette fatigue va durer 1-2 ans après la fin des traitements. Donc, j'insisterai sur les effets secondaires de l'hormonothérapie parce qu'elle va avoir un important impact sur les patients. Alors, il y a 2 grands types de cancers qui ont des traitements hormonaux. C'est les cancers de prostate et les cancers du sein. Alors, ce ne sont pas tout à fait les mêmes traitements, mais on retrouve globalement, c'est pour ça que je les ai mis en parallèle, des effets secondaires assez similaires, tels que les bouffées de chaleur, l'impact sur la sexualité, la libido. Chez les femmes, ces traitements hormonaux du cancer du sein donnent d'importantes douleurs ostéo-articulaires et on verra que c'est la pratique d'une activité physique régulière qui va permettre d'améliorer notamment ces douleurs articulaires. Chez les hommes, on va avoir surtout une fonte du muscle qui est très importante, puisque lorsqu'on prive les patients de la testostérone, la testostérone, elle baigne vraiment le muscle chez l'homme. C'est pour ça que les hommes sont plus musclés parce qu'ils ont ces androgènes. Eh bien, dans ces cas-là, la fonte du muscle qui est assez brutale va entraîner une sarcopénie, une fonte musculaire, une fatigabilité musculaire qui est extrêmement importante et c'est la raison pour laquelle il faut s'occuper d'eux assez rapidement lors de l'introduction de l'hormonothérapie pour lutter de façon efficace contre cette perte du muscle. Dans les 2 cas, avec les hormonothérapies, on a effectivement un risque de syndrome métabolique, donc d'augmenter le risque cardiovasculaire. Et on a cette prise de poids au profit de la graisse viscérale abdominale qui va être très importante. Donc, les hormonothérapies chez la femme, je vous l'ai dit, donnent des douleurs articulaires et ça peut être une raison d'interrompre le traitement. Chez près de 20% des patients, on va avoir un arrêt du traitement alors que cette thérapeutique est majeure. Elle réduit le risque de rechuter et elle doit être prise pendant 5, 7, voire 10 ans chez certaines patientes. Donc, s'occuper de ces douleurs articulaires liées à l'hormonothérapie, notamment par la pratique d'une activité physique, c'est extrêmement important et il faut le faire de façon précoce. Alors, quels sont les bénéfices de l'activité physique en cancérologie? Alors, sans rentrer dans de grands détails, on l'a vu, pratiquer une activité physique tout au long de sa vie, ça va prévenir la survenue de certains cancers. On le sait de façon assez claire dans le cancer du sein, dans le cancer du côlon, dans 14 cancers à peu près. Mais ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est la phase du diagnostic et de la prise en charge des traitements, où là, l'activité physique régulière va améliorer la fatigue, améliorer la qualité de vie, va permettre une réhabilitation, de moins perdre du muscle et de prendre moins de graisse viscérale, avec de nombreux bénéfices que je vais détailler plus tard. Et puis, quand les traitements sont terminés, dans la phase du post-cancer, là, les bénéfices vont être différents et on va être plus ambitieux parce que la pratique d'une activité physique, lorsque les traitements sont terminés, elle va permettre de réduire le risque de rechuter du cancer. Et cette diminution du risque, elle est majeure, puisque 25 à 50% de risque en moins de rechuter sont retrouvés dans le cancer du sein, du côlon et de la prostate. On n'a aucun médicament, aucune chimiothérapie qui fasse aussi bien que ça. Donc, c'est extrêmement important de prévenir les patients qu'un changement de vie durable va aussi impacter leur risque de rechute et par eux-mêmes, ils peuvent aussi avoir une action
en plus de nos médicaments, sur leur risque de rechute. Et puis en bas, j'ai mis une petite flèche avec les soins palliatifs, parce qu'on sait également que même dans une phase où la maladie est très évoluée et dont on connaît malheureusement l'issue à plus ou moins court terme, eh bien, la pratique d'une activité physique régulière peut améliorer la survie de ces patients. Alors, je vous ai résumé là tous les paramètres qui sont améliorés dans la phase des traitements, la fatigue, la qualité de vie, le poids, l'indice de masse corporelle, ça ce sont des choses effectivement logiques. Des études ont montré une amélioration des douleurs articulaires, hein, de la tolérance des traitements hormonaux, des traitements de chimiothérapie. On va également, ça c'est pas spécifique de l'oncologie, améliorer les fonctions cardio-respiratoires et musculaires des patients. Et puis, il y a de nombreux paramètres autres que je vous ai listés là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais de nombreux paramètres qui sont améliorés et qui participent à l'amélioration de la qualité de vie. Je pense notamment à la qualité du sommeil, à l'amélioration de l'estime de soi, de l'image corporelle. Les patients sont moins déprimés. Et vous savez que l'activité physique, c'est un des premiers traitements de la dépression, hein. Il y a moins d'anxiété, les patients prennent moins de médicaments antidépresseurs. La sexualité se voit améliorée, les fonctions cognitives également, les post-opératoires de tumeurs prostatiques, de chirurgie viscérale sont améliorés. Alors, si on se focalise un petit peu sur cette fatigue, elle est améliorée par la pratique d'une activité physique d'environ 20% lorsque les patients sont en cours de chimiothérapie. Clairement, on a une amélioration qui double dès que les traitements sont terminés. Donc, effectivement, je vous l'ai dit, il faut faire commencer un programme d'activité physique aux patients dès la consultation d'annonce du cancer, mais les vraies améliorations, on va quand même les voir lorsque les traitements se sont terminés. Donc, la pratique de l'activité physique est devenue un soin oncologique de support, hein, c'est-à-dire toutes les thérapeutiques qui accompagnent le patient pour qu'il tolère mieux les traitements de son cancer. Et donc, l'activité physique est un soin de support. Et chez nous, dans l'Institut de cancérologie de l'Ouest, eh bien, Loïc Fèvre fait partie du département des soins de support. Son activité fait partie du département des soins de support au même titre que la gériatrie, la psychologie, le traitement de la douleur, tous les soins de support. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, on ne sait pas très bien quel est l'effet réellement biologique, anticancéreux, hein, de la pratique de l'activité physique. On estime que très probablement, le fait d'améliorer la composition corporelle, d'avoir moins de sarcopénie, donc de faire un peu plus de muscles, d'avoir moins de graisse viscérale, il est possible qu'on améliore la circulation et la proportion des hormones sexuelles. Donc, ça va probablement avoir un lien avec les cancers du sein et de la prostate. Les œstrogènes et les androgènes libres vont moins circuler. On a beaucoup moins de graisse viscérale, on va avoir beaucoup moins de fabrication dans la graisse abdominale d'hormones après la ménopause, hein. On va agir sur le métabolisme de l'insuline, donc ça on connaît bien effectivement dans le diabète. Donc si on diminue la résistance à l'insuline, cela va avoir aussi une action anticancéreuse. Et puis on va agir sur cette graisse viscérale dont je vous parle depuis tout à l'heure et qui est le siège d'un couple d'hormones qui sont la leptine et l'adiponectine et qui sont un vrai couple. L'un est anticancéreux, l'autre est pro-cancéreux. Et donc, ce couple-là va être modifié par la pratique de l'activité physique et par le fait qu'on va diminuer l'inflammation liée à ces cellules graisseuses. Donc, tous ces éléments concourent très probablement à réduire le développement et la progression des cellules cancéreuses, mais ça n'a jamais été clairement prouvé, en tout cas in vitro, ni sur les petites souris. Ce qu'on pense également, c'est qu'en plus de ces effets dont je viens de vous parler, il est probable que lorsqu'on fait une séance d'activité physique, on va libérer régulièrement, et surtout si l'entraînement est régulier, d'autres protéines, d'autres enzymes, les myokines, les catécholamines, qui ont peut-être, elles aussi, une action antitumorale directe. Et cela, c'est un argument de plus pour la régularité de l'activité physique pour nos patients. Alors on sait, ça c'est les travaux qui ont été faits surtout en diabétologie, on sait que tous les bénéfices dont on vient de parler de l'activité physique, lorsqu'on fait une séance d'activité physique, ça va durer 72 heures. Donc pendant 72 heures, la leptine va diminuer, les marqueurs de l'inflammation vont diminuer, l'insuline également, les taux d'œstrogène, et on va réduire le taux de graisse.
À l'inverse, on va augmenter la bonne hormone viscérale qui est l'adiponectine, le volume musculaire va grossir, alors ça se fait pas en 72 heures, mais si c'est répété, et on va accélérer le transit. Ce qui est important dans le transit, c'est qu'on pense probablement que l'effet protecteur dans le cancer du côlon vient du fait que le transit est amélioré quand on pratique l'activité physique régulière. Alors, ces bienfaits durent 72 heures. On pense que probablement au-dessous de 150 minutes par semaine d'activité physique, on n'aura pas ces effets biologiques. D'où l'intérêt de demander aux patients de faire de l'activité physique régulièrement. Alors, on sait aussi en oncologie qu'on a un effet dose de l'activité physique. Plus vous faites de l'activité, plus vous aurez un effet protecteur. Ça vous protégera davantage d'un cancer du sein ou du côlon si vous faites une activité physique au moins modérée, voire intense. Donc ces effets dose de l'activité physique comme médicament ont été retrouvés dans beaucoup de cancers. Et donc, on doit avoir un message, alors peut-être pas forcément pendant la phase de la chimiothérapie, mais lorsque les traitements sont terminés, auprès des patients en leur disant bon, ce ne sera pas simplement marcher tout doucement, hein, il faut transpirer, il faut être à la limite de ne pas pouvoir parler lorsqu'on fait de l'activité physique, bien sûr en fonction des capacités de chaque patient évidemment, mais on est en mesure d'exiger un niveau d'intensité minimum pour avoir les effets, notamment sur le risque de rechuter du cancer. Alors, pourquoi parler des patientes atteintes de cancer du sein en particulier? Eh bien, parce qu'elles sont particulièrement vulnérables, effectivement, la chimiothérapie notamment, va les rendre très sédentaires tout d'un coup, avec un risque de surpoids. Hein. On a des patientes qui prennent 2, 4, voire 10 kilos hein, dans l'année qui suit la fin des traitements. Leur niveau d'activité physique va donc se réduire, elles vont arrêter de travailler, elles vont avoir beaucoup de mal à reprendre leur travail. Et puis, donc tout ça, c'est des facteurs, hein, effectivement, de baisse de l'activité physique, du niveau d'activité physique. Et surtout, il va y avoir une crainte, on va le voir, infondée, de gros bras, hein, le lymphœdème, qui a fait peur pendant des dizaines d'années aux patients et aux médecins qui demandaient à leurs patients, à leurs patientes, de ne pas se servir de leurs bras traités, hein, puisque beaucoup de patientes avaient ce que l'on appelle des curages axillaires, c'est-à-dire qu'on allait retirer les premiers niveaux de la chaîne ganglionnaire axillaire de drainage des cancers du sein, avec donc un risque de lymphœdème et de gros bras. Alors effectivement, on avait des situations très problématiques où lorsque le lymphœdème s'est installé, eh bien, il disparaît avec difficulté. Malgré les drainages. Et donc, pendant des années, on a demandé aux patients de se reposer, de ne surtout pas faire d'activité physique, notamment sur le bras côté traité. En fait, ça ne reposait sur rien, hein, puisque maintenant, depuis plus de 10 ans, on a de nombreuses études qui montrent qu'il n'y a aucune contre-indication à faire travailler le côté opéré. Et puis, il faut savoir également qu'on fait de moins en moins de curage axillaire dans le cancer du sein, puisqu'on a des procédures beaucoup moins délabrantes, ce qu'on appelle le ganglion sentinelle, qui permet de ne pas avoir à faire ce gros curage qui est réservé aux maladies vraiment beaucoup moins importantes. Alors, je vous ai donné là l'exemple d'une étude qui avait été faite après une chirurgie mammaire. Les patientes avaient des séances assez rapidement, en post-opératoire immédiat, hein, de pratique d'activité physique de 20 minutes, hein, à peu près 5 fois par semaine. C'est des patientes qui avaient eu des mastectomies et des curages axillaires. Eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de complications fonctionnelles. Surtout, la mobilité de l'épaule va être très rapidement améliorée. Il n'y avait pas de douleur et surtout, on ne voyait pas apparaître de lymphœdème dans le suivi. Ça, c'est une expérience, mais il y en a bien d'autres. On s'est aperçu déjà en 2002 que les femmes qui pratiquaient une activité physique régulière étaient celles qui avaient le moins de lymphœdème quand on les comparait à celles qui n'en avaient pas. Il y a même des programmes d'haltérophilie avec du renforcement musculaire assez costaud qui ont montré que les patientes aient un lymphœdème ou pas, eh bien, que celui-ci, s'il existait, ne s'aggravait pas et que celles qui n'en avaient pas n'avaient pas de lymphœdème au bout d'un an. Alors, ce qui est important quand même, c'est de toujours dire aux patientes, attention, vous devez avoir une perception un peu du moment où ça commence à tirer, où votre bras commence à être un peu lourd. Là, il faut y aller un petit peu plus doucement, vous arrêtez des répétitions, vous y allez un peu plus doucement, ou vous portez un manchon de contention hein, au niveau du bras pendant l'exercice.
Autre exemple, en situation adjuvante d'un cancer du sein. Alors adjuvant, ça veut dire que l'on va faire une chimiothérapie préventive après l'opération pour réduire le risque de rechuter du cancer. Eh bien, dans ce groupe important de patientes, on comparait 3 types d'interventions. Alors, il y avait celles à qui on disait bah, c'est bien de faire de l'activité physique, mais elles n'étaient pas prises en charge. Il y avait celles qui étaient prises en charge dans un programme d'activité physique modérée à intense supervisé, et celles qui en faisaient sans être supervisées. Et qu'est-ce qu'on voit à l'issue de ces programmes et de cette étude? Que celles qui vont mieux, ce sont celles qui ont eu un programme d'activité physique supervisé. Elles vont mieux sur le plan cardio-respiratoire, elles sont beaucoup moins fatiguées, elles ont eu beaucoup moins d'effets digestifs de la chimiothérapie, notamment beaucoup moins de nausées. Elles ont récupéré de la force musculaire et on a eu beaucoup moins besoin de diminuer les doses de chimiothérapie, simplement parce qu'elles avaient mieux toléré le traitement. Donc ça, c'est extrêmement important puisque si on n'a pas besoin de baisser les doses de chimiothérapie, on va faire un traitement censé être plus efficace et on va avoir un impact sur la survie des patients. Donc là encore, un exemple parmi tant d'autres de la possibilité, sans problème, sans événement indésirable, de pouvoir proposer un programme d'activité physique à des patients en cours de chimiothérapie, alors que c'est un moment qui est quand même assez particulier dans l'histoire de ces patientes où la fatigue est assez importante. Alors, je vous ai montré là une étude qui avait fait beaucoup parler d'elle il y a une dizaine d'années, même plus que ça, et qui avait été proposée à des patientes qui avaient une hormonothérapie d'un cancer du sein. Elles débutaient leur hormonothérapie, elles étaient plus de 1500. Et on leur proposait de participer à un programme d'activité physique. Donc, elles étaient randomisées en 2 bras, c'est-à-dire qu'il y avait celles qui étaient simplement des contrôles. On leur disait, vous ferez de l'activité physique, et puis celles qui étaient véritablement prises en charge. Et là, on voit au bout de 12 mois que celles qui ont été prises en charge dans un programme, qui ont été accompagnées, elles ont beaucoup moins de douleurs articulaires, elles vont beaucoup mieux que celles qui n'ont pas été accompagnées. Donc depuis, véritablement, on a quand même des arguments scientifiques pour pouvoir dire aux patientes, si vous avez des douleurs articulaires, il y a une seule chose qui va vous aider, c'est de pratiquer une activité physique régulière. Alors tout ça, c'est bien beau, effectivement, mais en pratique, comment on fait? Alors il y a des recommandations depuis plusieurs années qui autorisent la pratique de l'activité physique en oncologie pour tous les patients ou presque. Il faut vraiment que les patients soient cachectiques, très fatigués, qu'ils aient besoin dans un premier temps d'être renutris pour qu'on ne puisse pas leur proposer. Mais la plupart des patients, quel que soit l'âge, quel que soit le stade, quel que soit le cancer, peuvent se voir proposer un programme d'activité physique, que ce soit pendant ou après les traitements. Il faut bien évidemment s'adapter aux limitations de chacun, et donc ça c'est important de faire une évaluation initiale, reconnaître les difficultés, les barrières, les refus, et il y en a beaucoup, on va le voir. Cette activité, pour fonctionner, elle doit être supervisée. Clairement, les patients ont besoin d'être accompagnés dans cette phase précoce de la maladie, l'objectif étant après de les rendre autonomes, supervisés avec des professionnels de l'activité physique qui connaissent au moins un minimum l'activité physique. Alors, soit les enseignants à pas, soit les éducateurs, soit tous les professionnels du sport qui sont habilités à prendre ces patients en charge pour que ça puisse se faire dans de bonnes conditions. Alors là, je vous avais mis là les différents effectivement métiers, mais ça vous connaissez même mieux que moi. Mais c'est vrai qu'un professionnel de l'activité physique va apporter effectivement un plus, notamment au début, pour l'apprentissage des techniques, bien se protéger, l'observance, et puis éviter qu'il y ait des blessures. Alors c'est vrai que pendant la phase des traitements, surtout si les limitations fonctionnelles sont importantes, le kiné va avoir beaucoup sa place, mais également l'enseignant à pas. Et puis quand les traitements sont terminés, c'est plus l'enseignant à pas qui va prendre le relais. Et dans la phase du post-cancer, eh bien, dans le cadre de toutes les activités sport santé, les éducateurs sportifs, toutes les associations sportives peuvent prendre le relais. Alors c'est très schématique, mais il y a des patients qui sont en mesure tout de suite d'aller dans un club, parce que souvent c'était des patients qui étaient très autonomes, mais quand même la majorité de nos patients ont besoin d'être accompagnés, et on va le voir, et Loïc vous le dira, ils reviennent de très très loin en termes de niveau d'activité physique initiale, et on a vraiment besoin d'un coaching plus important pendant la phase des traitements. Alors, quelles sont les activités qui doivent être réalisées? Eh bien, elles doivent respecter les 4 qualités qui sont importantes en termes d'activité physique. Bien évidemment,
améliorer les capacités cardio-respiratoires. Donc ça, c'est majeur, hein, c'est la chose la plus importante. Et elle doit apporter aussi du renforcement musculaire au moins 2 fois par semaine et le plus souvent possible un travail aérobie, une capacité cardio-respiratoire. Donc on va demander aux patients effectivement de faire de l'activité physique au moins 30 minutes par jour, de marcher à un bon rythme, le plus régulièrement possible, et puis d'essayer de faire du renforcement musculaire. Alors ça, on le fait jamais ou rarement tout seul en autonomie, hein. Donc là, c'est vraiment l'enjeu du professionnel du sport pour accompagner ses patients. Et puis bien sûr, assouplissement articulaire, maintien de l'équilibre, tout ça c'est important, notamment chez des patients qui peuvent être en surpoids et qui ont des douleurs articulaires sous traitement. Donc, ça va être une prescription comme un médicament, en fait, hein. Il va y avoir une certaine fréquence dans la prescription qui va être faite, hein, globalement le plus régulièrement possible. Je vous l'ai dit, pendant la phase des traitements, on va être plutôt dans des intensités qui restent modérées, mais on pourra être un peu plus, on pourra demander un petit peu plus à un patient en fin de traitement pour avoir un effet dose et avoir un impact plus important lorsqu'on veut réduire le risque de rechuter du cancer. On sait qu'au-dessous de 150 minutes à peu près par semaine, on va certainement pas avoir d'effet très important, mais si déjà le patient fait un peu plus progressivement, il faut surtout l'encourager. Donc les objectifs, vous l'avez compris, ils vont être multiples en oncologie. Quand on est au tout début de la prise en charge, on va prévenir surtout le déconditionnement physique parce qu'il peut apparaître très rapidement et être déjà là lors de la consultation du diagnostic. On va essayer de maintenir au maximum la bonne composition corporelle, ne pas perdre de muscles et ne pas prendre trop de graisse viscérale. On va essayer d'améliorer le niveau de fatigue, améliorer la qualité de vie, d'améliorer la tolérance des traitements. Et puis, évidemment, le but ultime, hein, c'est que la pratique d'activité physique puisse en elle-même avoir un impact sur la survie et réduire le risque de rechuter du cancer. Donc l'activité physique, c'est un véritable soin oncologique de support, au même titre que les autres soins de support. Et progressivement, effectivement, l'activité physique adaptée s'inscrit totalement dans les traitements du cancer. Alors, en pratique, eh bien, cette activité physique, il faut la proposer le plus tôt possible, vous l'avez compris, hein. Il faut essayer de privilégier les programmes en groupe parce qu'on sait que ça fonctionne mieux qu'en individuel, mais il faut quand même respecter les souhaits du patient et il faut qu'il trouve du plaisir dans cette activité, sinon, sur le long terme, ça ne fonctionnera pas. On va s'adapter bien évidemment aux symptômes, au stade de la maladie, aux traitements qui sont prévus, au niveau d'activité physique antérieure, et ça c'est majeur, et les tests de conditions physiques vont nous apporter beaucoup. Aux préférences du patient, certains ne veulent pas être en groupe, ils veulent faire des activités solitaires en forêt, donc on va peut-être plus leur proposer et leur apprendre la marche nordique par exemple. Et puis il y a un gros travail de motivation à faire, hein, donc ça ne se fait pas en une seule fois, on ne va pas convaincre en une consultation un patient de pratiquer de l'activité physique, hein. C'est un travail de longue haleine, ça se fait sur plusieurs consultations. Et effectivement, quand on est coaché, quand on est pris en charge tout de suite par un enseignant APA, par exemple, comme chez nous, c'est plus facile pour les patients parce qu'ils se sentent totalement pris en charge. Donc, les repères en termes de niveau d'intensité, hein, sans insister beaucoup, vont être très différents si l'on veut améliorer la qualité de vie, si on veut améliorer la fatigue ou avoir un impact sur la survie. Donc, on va être vraiment sur des activités modérées pour la fatigue et la qualité de vie et on sera un peu plus exigeant quand les traitements sont terminés, que les patients sont moins fatigués, qui sont plus à même de pratiquer sur des niveaux d'intensité plus importants. Alors, les contre-indications. Vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Il découle un peu des règles de bon sens qui n'ont presque rien à voir avec l'oncologie, mais un patient extrêmement fatigué, qui a de la fièvre, qui a peu de globules rouges, qui est dans les suites précoces d'une intervention chirurgicale ou qui a une pathologie cardiaque ou respiratoire qui n'est pas équilibrée, il est évident qu'on ne va pas lui proposer une activité physique. Tout de suite, on va attendre que la situation s'améliore ou on fera une activité vraiment extrêmement modérée ou simplement de mobilisation. Alors, nous avons aussi en cancérologie des patients qui ont des lésions osseuses qui peuvent parfois être à risque, hein, des métastases osseuses qui peuvent se tasser avec des fractures osseuses. On va effectivement s'assurer qu'il n'y ait pas de zone rachidienne ou d'un os long qui soit à risque avant de proposer une activité aux patients. Mais le fait d'avoir des métastases osseuses n'est absolument pas une contre-indication à soi à la pratique d'une activité physique.
Autre situation qui est à risque et dont on doit tenir compte, notamment chez les patients qui ont une hormonothérapie, que ce soit les cancers du sein, le cancer de la prostate, c'est le risque d'ostéoporose. Les patients sont très à risque de faire des tassements vertébraux. Donc, on va éviter certaines activités telles que les sauts, les sauts à la corde à sauter, enfin ce genre de choses. On va éviter les choses avec des impacts très importants pour diminuer le risque de tasser des vertèbres. Certains patients peuvent avoir des neuropathies induites par la chimiothérapie avec des problèmes de la perception, de la proprioception. Donc, on va faire travailler effectivement l'équilibre chez ces patients. Puis le travail, la marche nordique avec les bâtons, ça peut également beaucoup les aider. La rééducation de l'épaule après un curage axillaire, on en a parlé. Le travail de l'enseignant APA peut tout à fait être associé au travail du kiné. C'est pas du tout antinomique, bien au contraire, ce sont deux professionnels complètement complémentaires. Le lymphœdème, on en a parlé. Donc attention à la perception de l'effort, surtout pas contre-indiquer l'activité physique, mais dire aux patients, si vous sentez que le bras commence à tirer, vous réduisez un peu l'intensité de l'activité de ce côté-là, les répétitions, ou vous portez un manchot. Alors, certaines activités peuvent être contre-indiquées, telles que la piscine notamment, chez des patients très immunodéprimés. Alors bon, en oncologie solide, on a quand même assez peu de patients immunodéprimés par rapport aux patients en hématologie. Mais malgré tout, en cours de chimiothérapie, on demande quand même aux patients d'éviter les piscines municipales. Certains patients ont des stomies digestives, des poches digestives ou urinaires. Donc, ce n'est pas du tout une contre-indication à la pratique d'une activité physique, mais il faudra éviter des contacts avec des risques de coups, certaines activités. Mais sinon, ce n'est absolument pas une contre-indication. Certains patients ont des sites implantables, des cathéters de perfusion. Donc, il faudra effectivement faire attention à ne pas trop mobiliser de façon trop importante le côté du site implantable parce qu'il peut y avoir un risque de délogement. Bon, personnellement, en 10 ans d'activité, je n'en ai jamais vu. Alors, la réalité, qu'est-ce qu'elle est? On en a parlé un petit peu en préambule avant ma présentation. Eh bien, quand on propose une activité physique à un patient, 30 à 40% d'entre eux vont accepter seulement. Mais quand ils acceptent, ils vont jusqu'au bout pour 80% d'entre eux. C'est un petit peu ce que l'on a dans nos programmes à l'Institut de cancérologie de l'Ouest, où on voit qu'à peu près 80% des patients vont jusqu'au bout des programmes qui leur sont proposés. Mais ceci, c'est une partie infime des patients qui devraient se voir proposer une activité physique. Et les médecins ont aussi leur rôle à jouer, car on a seulement dans les études 10% des patients qui proposent l'activité physique. Parce qu'ils le disent clairement, ils ne sont pas formés à la prescription, ils ne savent pas comment prescrire l'activité physique et surtout, ils ne savent pas à qui adresser leurs patients. D'où l'intérêt de réunions comme ce soir, de travailler en réseau avec ses partenaires et de créer du lien avec les associations pour pouvoir adresser les patients vers une activité, que ce soit l'escalade ou une autre activité, à nos patients. Alors, des auteurs ont montré que certains patients étaient plus propices à être adhérents à une activité physique que d'autres. Alors, on enfonce probablement des portes ouvertes, mais clairement, les patients qui ont fait de l'activité physique avant, qui étaient plutôt endurants, plutôt dans un niveau socio-économique élevé, ou atteints de cancer du sein, avec un environnement familial de qualité, ceux-là, ils sont très réceptifs au programme d'activité physique. À l'inverse, ceux qui sont très fatigués, déprimés, de niveau socio-économique plus bas, avec consommation d'alcool, de tabac plus important, ou certaines maladies beaucoup plus graves, là, c'est beaucoup plus compliqué de les motiver. Et ça, effectivement, on le voit au quotidien. On en vient donc à parler de la motivation. Donc, je vous ai dit, c'est pas en une seule consultation qu'on va changer le comportement de quelqu'un qui n'a jamais, avant son cancer, fait la moindre activité physique, parce que quand on évalue le niveau d'activité physique, la sédentarité des patients, quand Loïc les questionne, c'est impressionnant. Le faible niveau d'activité physique et l'importante sédentarité des patients. Donc, il va falloir trouver effectivement les leviers et dépister les freins à ce changement de pratique, mais ça prend.
et ça doit se faire évidemment progressivement. Quand on pose la question aux patients de ce qui les empêche de pratiquer une activité physique, la première raison qu'ils invoquent, c'est le manque de motivation. Pour eux, ce n'est pas une priorité, ils remettent ça au lendemain. Et puis la fatigue, souvent, c'est la première raison invoquée. Et puis, la deuxième barrière importante, c'est le manque d'accessibilité à des programmes qui leur sont adaptés. Et les médecins le disent eux-mêmes. Quand on pose la question aux patients, très clairement, ils préfèrent les activités qui sont supervisées que de travailler tout seul et de faire des exercices sans surveillance. Alors, on a des patients qui sont dans différentes phases de changement de comportement. Ça, c'est des choses qui sont connues. Alors, vous avez les pré-contemplatifs, c'est ceux qui n'ont jamais fait d'activité physique et qui n'ont pas du tout l'intention d'en faire. Donc là, vous allez ramer, clairement. Et donc là, comment les sortir de ça? C'est les sortir du fauteuil et commencer à faire des premiers mouvements, marcher un petit peu. Donc, on va partir de très, très loin. À l'inverse, à l'opposé, vous avez ceux qui étaient déjà très actifs avant et eux, on a juste à leur donner un petit coup de pouce et ils vont être rapidement autonomes. La plupart de nos patients vont être dans la partie du milieu. Les contemplatifs, ce sont ceux qui ne font pas d'activité physique, mais ils ont bien compris l'enjeu de tout ça. Vous leur rabâchez à chaque fois que vous les voyez en consultation. Vous êtes arrivé à peu près à évaluer avec eux ce qu'ils aiment faire. Donc là, c'est intéressant parce que vraiment, on les aide. Et les programmes d'activité physique, ceux-là, en les accompagnant au tout début de leur maladie, ça va être particulièrement intéressant pour les faire progresser. L'objectif étant de les rendre autonomes. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'Institut de cancérologie de l'Ouest depuis une dizaine d'années maintenant avec Loïc? On propose aux patients, que ce soit en situation adjuvante ou métastatique, mais en tout cas pendant la phase des traitements, quel que soit le type de cancer, des programmes individualisés en groupe de 8 personnes. Alors, ça a été plutôt 5 pendant le Covid, avec une individualisation de la pratique dans le groupe. Et c'est une séance ou 2 de marche nordique par semaine et une séance de renforcement musculaire par semaine. La durée du programme, elle est d'environ 6 mois, voire une année. On essaie de privilégier les patients qui sont en cours de traitement. On ne peut malheureusement pas pour l'instant prendre en charge ceux qui ont terminé ou depuis plusieurs années le traitement. Et notre activité a été reconnue Maison Sport Santé sur la deuxième vague de labellisation cette année pour les programmes que l'on a mis en place pour nos patients atteints de cancer. Vous avez des photos ici du 4e étage où sont hospitalisés les patients, soit parce qu'ils ont une chimiothérapie plus longue, soit parce qu'ils sont en chirurgie ou qu'ils ont un problème de santé autre lié à leur cancer. On a aussi donc des appareils pour les remettre en mouvement et les faire pratiquer de l'activité physique, même pendant les chimiothérapies, puisque vous voyez, ces patients-là, ils ont les perfusions. Alors, tout ça, c'est bien beau. On les a pris en charge pendant leur traitement. Mais après, qu'est-ce qui se passe quand tout ça s'arrête? Eh bien, fort heureusement, on a progressivement développé des partenariats avec des associations sportives qui étaient très mobilisées dans le sport santé, et notamment avec M. Béthil en ce qui concerne l'escalade à Avrier, ce qui nous a permis de proposer des choses variées qui puissent intéresser certains patients. Alors certains vont pas avoir envie de faire de l'escalade, mais ils feront peut-être plus de la boxe. À l'inverse, certains n'aiment pas du tout l'eau, ne vont pas du tout participer au canoë, aux activités des Pink Lady et vont se retrouver dans la danse afro-brésilienne ou l'escalade. Donc on a essayé de proposer des activités assez diverses, soit un relais des programmes faits à l'Institut de cancérologie de l'Ouest, ou alors tout simplement dès le début de la prise en charge, sans passer par nos programmes. Alors, avec le réseau de cancérologie de l'Ouest des Pays de Loire, j'ai eu la possibilité de coordonner un groupe de travail qui a mis à disposition sur une année, on a travaillé une année pour mettre à disposition des médecins notamment, des professionnels de santé, mais également des patients, d'outils pour améliorer la proposition d'activité physique, la prescription d'activité physique lorsqu'on a un cancer. Donc, je vous incite à aller sur le site du réseau Onco Pays de Loire. Vous verrez, il y a un onglet qui s'appelle Activité physique. Et vous pourrez retrouver les flyers à destination des patients. Alors, on explique ce que c'est que l'activité physique, pourquoi il faut qu'ils en fassent, où est-ce qu'ils peuvent trouver des informations, quels clubs ils peuvent trouver. On a fait
des flyers à destination des professionnels, donc des médecins, des kinés, des enseignants APA, où là aussi, on explique pourquoi prescrire de l'activité physique, où est-ce qu'ils peuvent trouver des clubs près de chez eux, ce genre d'informations. Et surtout, on a développé un guide d'aide à la prescription de l'activité physique pour les patients. Donc, vous avez là 3 volets. Le premier volet, c'est la consultation. Alors, on essaie pour un médecin qui a assez peu de temps lors de sa consultation, qui ne sait pas trop faire, de lui donner tous les éléments, les outils auxquels il doit penser dans sa consultation pour la mener à bien le plus rapidement possible et dépister les choses qui pourraient poser problème. Donc, on a détaillé cette consultation avec les éléments clés à ne pas oublier. Et le deuxième volet concerne la prescription en elle-même de l'activité physique. Et ce volet 2 peut tout à fait être remis à l'éducateur sportif, à l'enseignant APA qui prendra en charge le patient. On peut y noter les limitations, attention, ne pas faire de saut, risque d'ostéoporose, attention, site implantable, donner des informations sans donner le diagnostic du cancer. Et puis le volet 3, il est contractuel puisqu'il s'agit du certificat de non-contre-indication à la pratique d'une activité physique. Donc, je fais un petit peu de pub pour le travail que l'on a fait. N'hésitez pas à télécharger ces documents. Ils sont à la disposition de tous, que ce soit les médecins, les professionnels de l'activité physique. Voilà, donc vous pouvez tout à fait les télécharger sur le site du réseau Onco Pays de Loire. Donc, en conclusion, avant de laisser la parole à Loïc, vous aurez compris que proposer une activité physique aux patients, pour que ça fonctionne, il faut que les patients y trouvent de l'intérêt, que ça leur plaise, parce que sinon, ça ne durera pas. L'intérêt, c'est qu'ils deviennent autonomes et qu'un jour, on puisse leur permettre de pratiquer en toute autonomie, avec leur famille, avec des amis, et de ne plus avoir à être accompagnés. Donc, le chemin est long, c'est évident, mais il ne faut pas oublier que c'est une démarche volontaire et que la motivation des patients, elle va se travailler sur le long terme. Donc, j'en ai fini pour ma présentation. 1000 excuses pour les problèmes techniques qui ne m'étaient vraiment jamais arrivés. Mais il faut bien une fois. Donc, c'était un petit peu perturbant. J'espère que ça a été pour vous. Et je vais essayer de... Vous reprenez la main, Clément? Ouais, nickel. C'est bon pour... Vous voyez le diapo là? Oui. Oui, bon, super, impeccable. Du coup, bonjour à tous. Donc, Loïc Fèvre, moi, je suis l'enseignant en activité physique adaptée. Donc, après le topo de Sophie sur la partie plus médicale et explication rationnelle de pourquoi l'activité physique, moi, je vais vous présenter ce qui a été mis en place dans le cadre de l'ICO et surtout le après qui vous intéresse pour aller en direction des clubs d'escalade, entre autres, parce qu'on a d'autres activités, mais surtout vis-à-vis des clubs d'escalade. Donc nous, au sein de l'ICO, on a un programme proposé pour l'ensemble des patients qui dure 1 an à peu près, à raison de 2 à 3 activités physiques par semaine, qui comportent du coup des séances de marche nordique, une séance de pilates possible par semaine, une séance de renforcement musculaire, donc qui est complémentaire au pilates, et une séance de course à pied. Alors la course à pied, ça peut paraître des fois un petit peu compliqué pour des personnes qui sont en cours de traitement, mais il y en a qui le peuvent. Il y a des personnes qui supportent particulièrement bien la chimiothérapie, notamment chez les femmes qui ont un cancer du sein. Vous comprendrez rapidement pourquoi on s'intéresse à tout le monde, mais vous verrez que c'est une population qui est très largement représentée dans notre programme. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup plus. Et pourquoi on propose ces activités? C'est qu'en fait, il y a une réelle complémentarité entre les activités plutôt d'endurance et de renforcement musculaire, à savoir tous les exercices de renforcement. Donc, le but, ça va être de les proposer de façon adaptée à l'ensemble des patients, quel que soit le stade de la maladie, bien évidemment. Ça sera le cas aussi pour vos activités dans votre club d'escalade. Ce qu'il faut à tout prix garder en tête, c'est une certaine progressivité dans votre pratique. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient vous voir, malheureusement, quelqu'un qui vous dit j'ai eu un cancer du sein, ça ne va pas vous donner beaucoup d'informations. Quelqu'un qui a eu un traitement pour un cancer du sein peut ne pas avoir eu de chimiothérapie, auquel cas forcément la fatigue sera un peu moindre. Il y en a qui ont eu des chirurgies, on y reviendra un petit peu plus loin, plus ou moins invasives. Donc, en fait, il faut aller chercher un petit peu plus loin et surtout commencer comme si la personne partait du point 0 pour augmenter au fur et à mesure son intensité et avoir une certaine progressivité dans sa pratique. Ça, c'est super important et c'est ce que je fais au quotidien parce que les personnes que je vois, les personnes que j'ai au téléphone, je ne les vois pas forcément une première fois avant de les voir en activité physique. Tout simplement à cause de mon temps de travail, tout simplement. Donc, il n'y a pas un temps de consultation au préalable.
ce qui m'oblige finalement à chaque fois, à chaque personne, de partir d'une base qui est vraiment très très faible pour voir ce que la personne est capable de faire, pour augmenter au fur et à mesure. Et surtout, pour ces personnes-là, c'est hyper important de procéder comme ça pour éviter toute situation d'échec qui aurait un coût très très important au niveau moral et souvent assez fatal, entre guillemets. Donc bien évidemment, on essaye de jamais atteindre le seuil de la douleur, bien qu'on essaye de faire sortir à chaque fois les patients de leur zone de confort. Ça, c'est super important. On n'atteint jamais la douleur, mais par contre, le but, c'est quand même d'augmenter la fréquence cardiaque, de se sentir essoufflé, d'avoir chaud, de transpirer. C'est des personnes qui sont complètement en capacité de répondre à un effort qui est d'intensité modérée, voire soutenue. Bien sûr, on essaie de mobiliser l'ensemble des muscles. Il n'y a pas de muscle à ne pas solliciter. Le membre qui a été opéré, on le sollicite au même titre que les autres, voire on porte une attention particulière et on n'hésite pas à le solliciter de façon un petit peu plus soutenue que les autres. Le Pilates, c'est forcément quelque chose qui permet de renforcer, au même titre que le renforcement musculaire, mais les muscles profonds. Donc pour les personnes qui connaissent, c'est particulièrement intéressant, notamment pour le renforcement ce qu'on appelle du centre, c'est-à-dire le muscle du transverse et du périnée. Particulièrement intéressant chez le public que l'on a, donc femmes cancer du sein et les hommes atteints d'un cancer de prostate. Et la marche nordique et la course à pied. Donc bien sûr, on travaille beaucoup plus l'endurance que sur les deux premiers types d'activités. Et c'est extrêmement complémentaire, vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'il y a une étude en fait qui a montré que justement les activités en renforcement musculaire apportaient certaines choses chez les patients, contrairement aux activités où on était sur de l'endurance et du coup les bénéfices n'étaient pas les mêmes. D'où l'intérêt toujours de proposer ces deux types d'activités. Donc si vous avez la possibilité dans votre club d'escalade de vous appuyer sur, bien sûr, l'escalade bien évidemment, mais en même temps de travailler d'une certaine façon grâce à votre activité, l'endurance. Alors là, moi je ne suis pas là pour vous apporter des billes, je ne suis pas du tout expert en escalade, loin de là, mais vous savez très probablement le faire. C'est super important d'essayer de travailler sur quelque chose d'endurant où la personne reste essoufflée pendant un quart d'heure, 20-25 minutes si c'est possible, sur des activités ludiques et sur une autre séance, par exemple la semaine d'après, sur quelque chose avec plus de renforcement où là le but c'est de ressolliciter des muscles qui sont particulièrement intéressants et dans ce cas-là c'est extrêmement complémentaire. Ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et ça plaît énormément aussi aux patients d'avoir de la diversité comme ça dans les pratiques. Dans tous les cas, je ne sais pas si je peux revenir en arrière, peu importe, on a vu que toutes les activités, en tout cas, avaient un impact bénéfique sur la qualité de vie et sur l'état d'anxiété et de dépression. Ça, c'est une certitude, quel que soit le type d'activité. Donc, comment ça se passe une séance concrètement? Ce qu'on cherche, c'est d'avoir une intensité modérée à soutenue, quelle que soit la phase des traitements, sauf, comme le disait Sophie, bien évidemment, pour quelqu'un qui est très déconditionné, qui est très fatigué, bien évidemment qu'on ne va pas aller lui proposer de la course à pied. Il faut quand même être un minimum logique. Mais par contre, la personne qui est très fatiguée, on va quand même essayer de trouver une petite zone d'essoufflement, alors faible, mais on va quand même essayer de le trouver. Comme je vous l'ai dit, le but, c'est vraiment de sortir les pratiquants de leur zone de confort dans le but d'améliorer des capacités musculaires et respiratoires. On parle souvent du sport santé avec plein de bénéfices associés. Pour avoir des bénéfices liés au sport santé, il faut qu'il y ait cette zone d'essoufflement, cette seuil d'essoufflement. Le fait de dire... alors bien sûr, quelqu'un qui ne fait pas du tout d'activité physique et qui va se mettre au jardinage, c'est déjà très bien, il faut l'encourager dans ce sens. Mais quelqu'un qui dit moi je veux avoir des bénéfices dans l'activité physique, malheureusement le jardinage ou le repassage ou les tâches ménagères, c'est déjà très bien, mais ce n'est pas forcément suffisant pour avoir les bénéfices escomptés liés à l'activité physique. L'intensité a un rôle particulièrement important. Surtout pour les patients finalement que vous aurez dans les clubs d'escalade qui seront plutôt normalement à distance des traitements principaux que sont la chimiothérapie et la chirurgie. Donc une séance comme une séance classique, finalement c'est 5-10 minutes d'échauffement avec un corps de séance donc lié en fonction de l'activité proposée, que ce soit du renforcement musculaire ou du pilates. Sur les activités d'endurance, on est sur des activités un peu plus longues, on est plutôt sur 45 minutes, 1 heure d'effort. Et 10 minutes, 15 minutes d'étirement. Hyper important d'associer des étirements à l'ensemble de vos séances. J'y reviens juste après, donc je ne vais pas trop m'attarder. Les objectifs, c'est quoi? C'est d'améliorer la capacité aérobie, c'est essayer de reculer le seuil de fatigabilité du patient, tout simplement. Améliorer l'équilibre et la coordination, augmenter la masse musculaire. Alors c'est simple, les patients que vous aurez après des traitements, ils auront des capacités qui seront diminuées dans l'ensemble de la condition physique. Donc ils auront moins d'équilibre, une coordination qui est particulièrement faible, mais ça c'est vrai chez l'ensemble de la population française, donc c'est vrai aussi chez nos patients. Une masse musculaire qui est moindre, une fatigabilité. Bref, toutes les composantes de la condition physique vont être diminuées. Donc finalement, le but, c'est de tout refaire travailler très régulièrement et autant que possible avec une fréquence 2 à 3 fois par semaine, autant que possible. Améliorer la souplesse, ça vous correspond particulièrement bien dans le cadre de l'escalade. Hyper important, c'est d'essayer de redonner le goût à l'effort.
Ça, c'est important. Quand les patients sont à distance de toute pratique physique, pour que la personne s'engage de façon durable, il faut qu'elle prenne du plaisir, il faut qu'elle prenne du plaisir à l'effort. Et ça, c'est super important d'inculquer ça dans le cadre de votre pratique. Et si vous avez la possibilité de faire ça en groupe, je vous assure que c'est vraiment un plus parce que le groupe porte vraiment l'engagement de la personne dans le cadre de l'activité physique. Le lien social, c'est une des raisons pour lesquelles les personnes viennent en activité physique. C'est parce qu'elles voient du monde, c'est parce qu'elles peuvent discuter, elles peuvent se donner des conseils et c'est super, super important. Notamment chez les femmes qui ont eu un cancer du sein, on retrouve beaucoup plus ça, mais c'est quand même très vrai chez la population masculine qui aime beaucoup être dans, on va dire, pas dans la confrontation, mais ils se chambrent beaucoup et le lien social a vraiment beaucoup d'importance. Le but, c'est un mieux-être global, bien évidemment. Donc là, nous, la population, alors voilà pourquoi on parle beaucoup de femmes qui ont un cancer du sein, parce que vous voyez que la population qui est prise en charge à l'ICO dans le cadre donc du programme, c'est quand même 95% de femmes, avec 88% de femmes qui ont eu un cancer du sein. Donc voilà, le topo est assez clair. Alors, la plupart sont dans des traitements adjuvants, néo-adjuvants, donc comme le disait Sophie, plutôt dans des traitements curatifs, et puis c'est du préventif, avec un âge moyen de 53 ans et un IMC à 24. Donc comme le disait Sophie, vous voyez, l'IMC, on n'est pas sur des personnes qui sont en perte de poids, même c'est un problème en cancérologie, le poids. La prise de poids, comme Sophie vous l'a expliqué, est un vrai problème. Donc le but, c'est d'essayer d'associer à votre prise en charge en activité physique une prise en charge diététique autant que possible. Alors là où on a un petit peu de fierté, c'est que 54% des personnes que l'on a dans notre activité, et ça a augmenté forcément la dernière année, puisque avec la Covid, on a été obligé de restreindre le nombre de personnes. Donc on privilégiait les personnes qui commençaient en chimiothérapie. Donc là, on est encore au-delà des 54%. Mais c'est que la plupart des patients commencent pendant la chimiothérapie, donc dès le début des traitements. Et ça, c'est vraiment super. Par contre, le niveau de sédentarité, pour quelqu'un qui ne travaille pas, on est à 5 heures par jour, donc de sédentarité, pas d'inactivité physique, de sédentarité sans compter la nuit. Donc je vous laisse imaginer quelqu'un qui a une nuit, on va dire classique, puisqu'il n'y aura pas de temps de travail, on va être à 8-9 heures. Donc ça fait 14 heures par jour de sédentarité complète. Bon, voilà. En termes de fonte musculaire, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus, c'est assez dramatique. Sachant qu'à côté, comme l'a montré Sophie sur la diapo, il n'y a pas d'intensité vigoureuse, ou du moins elle diminue très largement à partir du moment où il y a l'annonce. Donc forcément, ça se traduit par une fonte musculaire. Pour revenir un petit peu sur l'activité de l'escalade, par rapport au parcours de soins, ce qui va être super intéressant, si on prend le parcours de soins classique d'une femme qui a eu un cancer du sein, il y a ces 4 traitements, la chimiothérapie, la chirurgie, la radiothérapie et l'hormonothérapie. Et dans ces 4 traitements, il y a vraiment un intérêt à faire de l'activité, notamment une activité d'escalade, parce que pendant la chimiothérapie, c'est ce que disait Sophie, c'est que la fatigue va être hyper importante. La capacité de concentration va diminuer de façon très importante. Et l'escalade a tout son rôle à jouer dans ce sens-là. Et sur la capacité aussi à maintenir un effort d'intensité qui va être modéré, voire soutenu. Donc ça, super intéressant. Par rapport à la chirurgie, ça va de soi. La chirurgie, donc forcément, ça va être au niveau mammaire, au niveau axillaire, comme le disait Sophie tout à l'heure. Sur du post-opératoire immédiat, évidemment que l'activité d'escalade risque d'être un petit peu trop rapide, mais sur du post-opératoire à 1 mois, 2 mois, 3 mois, selon les différents types de chirurgie, l'activité escalade est très clairement conseillée dans le but de récupérer notamment de l'amplitude articulaire, de la force, et notamment dans le cadre d'une chirurgie. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais bref, il y a une technique de chirurgie qui consiste à prendre un lambeau du grand dorsal et à le remettre au niveau pectoral. Donc, il y a une chirurgie qui est quand même conséquente, mais l'activité physique, quelconque activité physique est bien sûr conseillée après ce type de chirurgie, et l'escalade en fait partie. Bien que dans un premier temps, ça puisse être un petit peu perturbant pour les personnes qui viendraient avec vous, parce que quand la personne va contracter son grand dorsal, donc qui est normalement dans le dos, la contraction va se faire au niveau pectoral. Donc, il peut y avoir une sensation de gêne, mais normalement, il ne doit pas y avoir de douleur. Et en ce sens, l'escalade prend tout son sens, puisque ça va être une forme de rééducation. Alors, pas immédiate, post-op, bien évidemment, mais sur quelque chose à plus 1 mois, voire plus 2 mois plutôt, c'est quelque chose qui est complètement envisageable. Et encore une fois, si vous respectez la progressivité, la personne ne sera vraiment pas gênée, normalement. La radiothérapie, c'est des rayonnements qui arrivent au niveau de la peau et au niveau de la cellule cancéreuse. Donc, ça va avoir un impact sur la capacité d'élévation du bras, ça va avoir un impact sur l'amplitude articulaire. Donc, pareil, l'escalade, ça a tout son sens. Le but, c'est que la personne récupère toute la mobilité de son bras comme si elle n'avait pas eu de traitement. Et c'est possible, on en voit beaucoup quand même qui récupèrent de façon très très importante, mais bien comme d'hab, c'est toujours les mêmes, c'est les personnes qui en font le plus et de façon cohérente qui récupèrent le mieux.
La personne qui reste malheureusement assise dans son canapé, ben, ça veut dire qu'elle ne va pas bouger, son bras, elle ne va pas bouger son articulation. Une articulation qui ne bouge pas, c'est une articulation qui s'enraidit. Et après, quand il s'agit justement de remobiliser son épaule, c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour une personne qui a eu par exemple un curage axillaire chez nous et une mastectomie, les conseils donnés par les kinés, ils sont donnés dès le lendemain avec des conseils d'exercice qui ont lieu dès le lendemain de la chirurgie. Donc, pour vous donner vraiment l'exemple que la mobilité est vraiment très très importante très rapidement. Et puis l'hormonothérapie, je l'ai pas mis, mais l'hormonothérapie, bien évidemment, ça donne des douleurs articulaires. Donc plus on mobilise les articulations, mieux c'est. Ça, je vais revenir très rapidement. C'est sur quand il y a un acte chirurgical, Sophie l'a dit, il y a un risque un peu accru au niveau du lymphœdème, mais pour vous, ce n'est pas une contre-indication. Une personne qui viendrait même vous voir avec un lymphœdème, au contraire, il faut faire de l'activité physique. C'est ce qui permet de remobiliser la circulation lymphatique. Alors, bien sûr, avec d'autres techniques, avec des manchons, etc. S'il y a une personne qui vient vous voir avec un lymphœdème et un manchon, vous lui laissez son manchon pendant l'activité physique et elle peut pratiquer comme tout le monde sans aucun problème. Elle peut utiliser ses muscles sans aucun souci. Ce n'est pas une contre-indication, au contraire. Et l'hormonothérapie, comme je disais juste avant, finalement, c'est quelque chose qui donne des douleurs articulaires et musculaires. Donc, moins on bouge, plus on s'enraidit, plus on a mal. Donc, le but, c'est de faire de l'activité physique. Donc, l'escalade, c'est tout pareil. Surtout que ça a un impact majeur sur l'amplitude articulaire et l'amplitude musculaire. Donc, particulièrement intéressant quand les douleurs sont diffuses. Les contre-indications, je ne vais pas y revenir. Il n'y en a que très peu, à part les métastases osseuses qui sont vraiment très avancées ou une fatigue qui est vraiment très, 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 très prononcée. Bon, voilà, c'est du bon sens, tout simplement. Alors nous, notre volonté, comme je vous l'ai dit, c'est de ne pas s'arrêter au fait de les prendre en charge au bout d'un an. Donc nous, on fait des partenariats avec des associations. Et donc on a un partenariat, par exemple, avec l'association sportive d'Avrier et de l'escalade avec Pierre Béthil qui est là. Donc le partenariat, il ne faut pas que ça fasse peur. Nous, notre partenariat, il nous engage juste, nous, en tant que centre de lutte contre le cancer, d'orienter les patients que nous avons vers les associations, donc voilà, vers l'ASA, par exemple, Avrier. Et pour le club, ça engage à quoi? Ça engage à assurer juste une prise en charge qui est cohérente par rapport au parcours de soins, ni plus ni moins. Donc si vous voulez, il n'y a pas faut pas avoir peur. Et par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'une fois que le partenariat est posé, les patients que moi j'ai en activité physique vont beaucoup plus facilement vers ces activités-là qui sont déjà référencées comme label sport santé et dont nous, on s'assure d'une certaine prise en charge de qualité. Et alors là, c'est du pain béni pour les patients. On lève un nombre de freins qui est particulièrement important. Et quand, en plus, comme c'est le cas pour l'ASA d'Avrier, il y a une aide financière dans le sens où je crois que le tarif annuel d'engagement, si je ne dis pas de bêtises, il doit être de 95 € à l'année. Donc, c'est-à-dire que c'est rien du tout pour une séance minimum par semaine. C'est quand même un engagement qui est particulièrement faible. Donc là, le but, c'est vraiment de lever l'ensemble des freins que la personne pourrait rencontrer pour un engagement durable dans l'activité physique. C'est vrai que nous, on parle pas mal d'escalade parce qu'avec Avrier, c'est un partenariat qui marche particulièrement bien. Et ce qui marche aussi particulièrement, c'est les séances d'initiation. Encore une fois, moi, quand j'ai des groupes de 15-20 personnes qui viennent tous ensemble à essayer l'escalade, s'il suffit qu'il y en ait 2-3 qui hésitent, et si elles hésitent à 2-3, elles vont s'engager tout ensemble. Alors que si elles venaient une par une, ça marche beaucoup moins bien. Donc le but, c'est vraiment de faciliter l'engagement de la personne dans ces activités. Et bon, ça, j'ai mis une petite diapo, pourquoi l'escalade, mais je pense que vous êtes beaucoup plus à même que moi de répondre à ça. Forcément, pour les personnes qui sont passées par un parcours de soins, c'est le gain d'amplitude articulaire, je trouve, qui est vraiment très, très important et qui va être primordial. Le but, c'est que la personne puisse aller chercher, qu'elle ne soit pas gênée dans ses activités de la vie quotidienne. Si elle doit aller chercher un bocal tout en haut de sa cuisine, faut qu'elle puisse le faire avec le bras qui a été opéré. Donc ça passe par de la rééducation. Alors dans un premier temps, kinésithérapie, ça c'est sûr. Mais ensuite, c'est à vous de rentrer aussi dans cette optique-là et de proposer des activités qui sont en ce sens pour un gain d'amplitude, de souplesse, coordination, comme je vous l'ai dit, toutes les personnes doivent travailler de la coordination. Personne n'est coordonné dans la vie de tous les jours, donc tout ça, c'est très, très bon. La force, bien évidemment. L'explosivité, c'est super important de pouvoir, pour X ou Y raison, se rattraper avec la force de ses bras, avec la force de ses jambes. Donc, je parle beaucoup des bras parce que souvent la chirurgie a lieu au niveau mammaire, évidemment. Mais bien évidemment qu'il faut faire travailler les jambes. Quelqu'un qui a une fonte musculaire, là, le premier muscle qui va être touché, ça va être au niveau du quadriceps, au niveau des cuisses. Donc, bien évidemment, et c'est le muscle principal de la marche. Donc, évidemment qu'il faut travailler l'ensemble des muscles.
L'esprit d'équipe, hyper important dans le cadre de l'escalade. Deux patients qui s'entraident et qui acquièrent les techniques d'assurage, bah forcément, c'est hyper valorisant, c'est hyper important pour l'esprit d'équipe, pour l'esprit de groupe, pour l'entraide. Et bien sûr, ça a un impact majeur sur l'image de soi et la confiance en soi. Il y en a sûrement plein d'autres. Excusez-moi, je n'ai pas été très exhaustif. Et puis, encore une fois, je ne suis pas un professionnel de l'escalade. Donc, j'en ai sûrement oublié plein d'autres. Mais je suis sûr que vous êtes au courant déjà de toutes ces choses-là. Je vous remercie pour votre attention. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le côté plus pratico-pratique de l'activité physique, en tout cas dans le cadre de l'Institut de cancérologie de l'Ouest à Angers. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Nous sommes preneurs. Merci Loïc. Donc, Oui, merci Sophie. Oui, c'est le temps là pour si vous avez des questions, des remarques à faire pour le faire. Alors déjà, on a déjà eu 2 remarques. Donc il y a Aurélien Leloutre qui dit: «Bonjour, je constate également qu'il y a peu de publications médicales scientifiques qui promeuvent les atouts de l'escalade ou du sport santé». Ça, c'est vrai que c'est spécifique à l'escalade, il y en a assez peu. Après, pour le sport santé, est-ce que vous Alors avez le même constat? sur l'escalade, proprement l'escalade, c'est clair qu'il n'y a pas grand-chose. Après, ça peut être super intéressant à vous. Hein. Je pense que là, clairement, c'est à vous, les clubs et les assos, de mettre des choses en place sur ce que vous voulez. D'ailleurs, l'analyse des bénéfices liés à la pratique d'une escalade, par exemple, ça peut être quelque chose comme ça. Après, le peu de publications médicales scientifiques par rapport au sport santé, ça dépend ce qu'on appelle sport santé, mais quand même dans le domaine de la cancérologie. Sophie, tu diras si tu n'es pas d'accord avec moi, mais enfin, moi, je pense connaître ta réponse. Sur le bénéfice de l'activité physique chez les femmes qui ont un cancer du sein ou chez les hommes de prostate, il commence à y avoir quand même, surtout chez les femmes qui ont un cancer du sein, il y a quand même un nombre de publications. Alors, ça dépend ce qu'on appelle sport santé, mais c'est quand même en lien avec l'activité physique qui sont quand même particulièrement conséquents autour des femmes cancer du sein. Hein. Vraiment avec des énormes cohortes, des études américaines, multicentriques, etc. Il commence à y avoir quand même beaucoup de choses. Pas dans tous les domaines. C'est sûr que si vous prenez des localisations qui sont particulièrement spécifiques, c'est sûr qu'il y en a beaucoup moins, mais sur la population la plus représentée, il commence à y en avoir quand même beaucoup. On a de plus en plus de données. Effectivement, il n'y a peut-être pas grand-chose sur l'escalade. Alors, j'avoue ne pas avoir fait une revue de la littérature exhaustive sur l'escalade. Hein. Mais effectivement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Mais on a de plus en plus de données en termes d'activité physique en oncologie et de plus en plus de populations de patients autres que cancer du sein notamment. Même si c'est toujours celle qui est la plus représentée comme population. Mais effectivement, en termes de sport santé, dans les publications, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein, c'est plutôt très français, mais ça veut dire voilà, la pratique d'activité physique, de programmes adaptés pendant les traitements du cancer. Donc, on a quand même pas mal de données. Ensuite, il y a une deuxième question de Jérémy Houbeau. Alors ça a déjà, je pense, été répondu en partie. La prise de poids étant systématique, point d'interrogation, la chimio faisant généralement l'effet inverse, sauf dans les phases de réhydratation. Donc, ouais, je pense qu'on en a déjà répondu à moitié. Oui, alors c'est pas systématique, hein. Il y a quand même des patients qui ne prennent pas du poids, mais c'est quand même une tendance où s'il n'y a pas de prise de poids, comme je vous l'ai montré, il y a une modification de la composition corporelle avec une fonte du muscle et une prise de masse graisseuse viscérale. On peut avoir un poids normal qui n'a pas beaucoup bougé, mais il y aura une modification de la composition corporelle et pas dans le bon sens. D'accord. C'est vrai que pour beaucoup de gens, en fait, qui dit cancer dit perte de poids, perte d'appétit avec les traitements, tout ça. Et en fait, c'est pas forcément, c'est loin de là, en fait. Hein, alors, c'est vrai que certains cancers vont donner effectivement des amaigrissements. Ce sont des tumeurs digestives, surtout de l'estomac, du pancréas, voilà. Mais la plupart des autres cancers ne donnent pas véritablement d'altération de l'état général et de troubles de l'alimentation. Donc, on a plus des problèmes de prise de poids que de dénutrition, même si ça existe aussi pour certains cancers, évidemment. Ouais, pour appuyer Sophie, en plus, les personnes que vous aurez, vous, dans les clubs et dans les associations, ça sera le problème de la prise de poids. Vous aurez très peu de personnes qui vont venir alors qu'elles seront dénutries avec un IMC à 18. Hein. Vous aurez plutôt des personnes qui auront un IMC à 25, hein, ça c'est sûr, dans le cadre des associations. Alors, il n'y a pas d'autres questions, a priori. En tout cas, moi, j'en vois pas. Je veux bien profiter de l'intermède pour vous dire ce qu'on a mis en place dans la région.
dans le métier, si ça vous dit. Bonjour. Oui. Ouais. Bonjour. Donc, je suis Laurence Van-Léman, je suis oncologue médicale au centre Oscar Lambret à Lille. Et en fait, quand on parlait de ce qui se mettait en place, c'est vrai qu'en région, on fait partie du réseau de France et je suis chargée aussi par l'ARS sur tout ce qui est activité physique et cancer. Et avec le réseau, on a fait justement, on travaille sur le maillage de tout ce qui existe concernant l'activité physique. Et on a toutes les adresses, donc ça nous intéresse bien, hein. Il y a Hervé Mocard qui est là également, qui est prof APA chez nous. Et ce que vous mettez en place nous intéresse bien parce qu'en fait, ça va vraiment dans notre. En fait, notre idée, c'est vraiment de pouvoir proposer à tous nos patients, en fonction de leurs souhaits, de ce qu'ils ont envie de faire, de les envoyer à tel ou tel endroit, en fonction de l'endroit où ils habitent aussi. Donc ça nous convient bien ce que vous êtes en train de mettre en place, en sachant qu'on travaille vraiment, ça, on avance et je suis administrateur à la Ligue et on avance aussi avec la Ligue. Donc voilà, pour vous dire qu'on avance quand même dans la région. Bah, concernant l'ostéoporose, c'est sûr que l'hormonothérapie, enfin Sophie, tu seras plus à même de répondre sur les traitements peut-être, mais l'hormonothérapie a tendance à maximiser l'effet d'ostéoporose et l'activité physique, elle, au contraire, limite l'ostéoporose. Donc il y a, au contraire, l'activité physique a tout son intérêt dans la lutte contre l'ostéoporose qui peut être favorisée, enfin maximisée avec les traitements. Donc pas de souci en termes d'activité physique. Comme le disait Sophie, on limite les activités avec énormément de contraintes articulaires et avec des pressions au niveau des os qui sont maximisées. Donc si vous faites de l'escalade, c'est clair qu'il ne faudra pas la faire sauter de 3 mètres et puis de la laisser tomber, parce que sinon il va y avoir un problème. Mais sinon, pas de problème, au contraire. Oui, je pense pas qu'il y ait de problème. Là, je vois la question avec le baudrier Ouais. ou le fracture de côte. Il faudrait vraiment une maladie très avancée. Voilà. Non, je crois pas qu'on ait de problème de ce type-là, hein. C'est surtout les sauts répétés. Et puis l'ostéoporose, elle concerne surtout le rachis, hein, le rachis thoracique et lombaire, hein, et éventuellement sur une chute, le poignet, mais c'est surtout le rachis. Alors, peut-être, est-ce que ça peut poser un problème, les baudriers, avec l'estomie, peut-être? Avec l'estomie, Peut-être au niveau, ouais, ça peut peut-être être. peut-être, oui, effectivement, peut-être, ouais, peut-être. Ouais. À essayer, effectivement, dans ces cas-là, il faut tester, mais oui, effectivement, ça peut poser problème. Mm. Bon, là aussi, ça ne va pas être la majorité des patients. J'avais vu Aurélien Leloutre lever la main, mais je crois qu'il l'a baissé. Alors, je ne sais pas s'il voulait intervenir ou pas. Oui, c'était une question assez technique. J'ai pas très bien compris l'histoire de la chirurgie dorsale qui est remis au niveau du pectoral. Et dans le propos, j'ai cru comprendre que du coup, quand la personne voulait contracter son grand dorsal, il allait du coup contracter au niveau du pectoral parce que le nerf serait bougé aussi, ça viendrait toucher le schéma corporel. Mais en fait, ouais, c'est ça. C'est que le chirurgien, pour faire très grossier, hein, c'est très rapide ce que je dis, hein, c'est un peu plus complexe que ce que je vais dire, mais puis pareil, je suis pas chirurgien, donc je m'aventurerai pas trop là-dedans. Mais il y a une des techniques qui consiste à prendre, oui, un lambeau du grand dorsal, mais il reste innervé, il reste comme un muscle de base, sauf qu'au lieu qu'il soit au niveau du grand dorsal, ils le mettent au niveau du pectoral et souvent sous le pectoral pour redonner le galbe de la poitrine. Et du coup, le muscle reste innervé. Donc, quand vous allez lui demander de contracter son grand dorsal, il va se contracter, mais sauf qu'il ne sera pas au niveau. Enfin, il y a une partie de son grand dorsal qui ne sera pas au niveau du dos, il sera au niveau pectoral. Donc, oui, il peut y avoir dans un premier temps, surtout sur du post-chirurgie, on va dire à 3, 4, 5 mois, une petite gêne, mais normalement, il n'y a pas de douleur. Moi, je sais que j'ai fait. Voilà, je les vois très rapidement après l'opération, et normalement, il y a une sensation qui est particulière, qui n'est pas forcément hyper agréable de ce que les personnes me disent, mais il n'y a pas de douleur. Et de toute façon, il ne faut pas atteindre le seuil de la douleur. Mais le muscle, bien sûr, reste innervé. Il reste, voilà, c'est un muscle qui reste, entre guillemets, vivant, hein. Donc, il continue à fonctionner, ouais. Merci. Alors, il y a une question de Picard. Quelle formation pour les encadrants escalade? Alors, depuis, je pense, 1 an et demi, hein, c'est ça? La formation, non, ça fait 4 ans qu'elle a été faite 4 ans? au niveau D'accord. fédéral, ouais. Donc, c'est un certificat de spécialisation animateur médico-sport santé. Donc, il y a 2 niveaux. Le niveau 1 qui est assez généraliste et le niveau 2 qui est spécialisé cancer du sein. Donc, voilà, donc c'est une certification fédérale. Voilà, qui se fait
Bah, il y a plusieurs sessions par an, ça dépend Ouais. voilà, du besoin. On essaye de voir pour en faire une spécifique pour les Hauts-de-France, vu qu'il y a assez de monde pour être intéressé, environ 8. Donc, les sessions, souvent, c'est 12 personnes. Donc voilà. Du coup, suite à ce webinaire, nous, ce qu'on souhaite développer à la Ligue des Hauts-de-France, c'est un vrai réseau sport santé, escalade santé au sein de la région. Donc du coup, on va vous envoyer un questionnaire à la fin, que ce soit vous qui êtes représentant de club, représentant de comité territorial, ou bien que vous soyez professionnel de santé, pardon, ou bien également association de patients. Ça nous permettra de pouvoir, mieux savoir quelles étaient vos attentes et également de pouvoir, créer ou organiser un nouvel événement qu'on compte organiser en septembre-octobre. Alors on a déjà 2 thèmes qui sont prédéfinis. Alors encore une fois, la cancérologie avec, le cancer du sein, avec, la participation d'une kinésithérapeute qui vous présentera un petit peu plus dans la pratique, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans l'escalade par rapport à cette pathologie et également, une intervention, de SACAPOF, qui est déjà un club qui met en place des créneaux d'escalade santé au sein du club, qui se situe à Mons-en-Barœul et qui, s'est plutôt adressé à un EHPAD et donc du coup, ce serait plutôt sur le thème de la gériatrie. Mais du coup, si vous avez d'autres propositions, même d'intervention de votre part et cetera, ou bien plutôt un thème que vous voudriez aborder, ça peut être aussi un thème, plutôt, comment créer ce réseau justement ou comment, créer le lien entre les clubs, les maisons de sport santé, les professionnels de santé. Donc du coup, normalement demain, je vous enverrai, un questionnaire à tous, pour qu'on puisse avoir, vos retours. Heu, voilà. Et donc du coup, on profitera de la période, de fin septembre qui est souvent, consacrée à une semaine sur le sport santé pour essayer d'organiser, ce temps, alors un mix entre webinaire et initiation à l'escalade pour les professionnels de santé. Et Raphaël, qui est le président du club de Sakapov, nous dit qu'ils ont également 2 groupes, qui sont en chimio. Alors, si je peux prendre la parole, donc Oui, effectivement, on a vas-y. commencé par les gens qui étaient en chimio parce que Florence, donc, qui est coprésidente, travaille en hémato au centre hospitalier. Alors, je ne sais plus lequel, je suis désolé parce que le CHU, pour moi, c'est une grosse nébuleuse. En fait, elle a monté effectivement le groupe pour les personnes qui étaient actuellement essentiellement en chimio, essentiellement des femmes, pas toutes pour du cancer du sein. Et il y avait une personne qui malheureusement nous a quittés récemment, un homme qui était aussi suivi et à qui l'escalade faisait beaucoup, beaucoup de bien. Donc Florence, elle est qualifiée niveau 2 et Quentin, qui malheureusement va quitter le club, avait passé aussi les formations sport santé. Et donc ça a commencé par le sport santé pour les personnes atteintes d'un cancer. Et ensuite, effectivement, en complément, on a eu des gens qui viennent d'un EHPAD une fois par mois. Pour les gens qui sont suivis pour un cancer, on a 2 séances par semaine et les personnes peuvent venir, pas forcément systématiquement, mais ça arrive fréquemment, alors sauf depuis le Covid, vu que ça s'est un petit peu malheureusement arrêté. C'est arrivé à plusieurs reprises que la personne fasse sa chimio le matin et passe nous voir l'après-midi ou ait fait une chimio la veille et passe nous voir le lendemain pour grimper quand même. Alors on adaptait toujours à ça. Et les patientes et patients qui participent à ce groupe-là ont été effectivement embêtés qu'on n'ait pas pu continuer pendant les confinements parce que ça leur fait énormément de bien et elles sont même demandeuses à des moments de pouvoir pratiquer un peu plus l'escalade que les créneaux que nous, on pouvait ouvrir. Et par rapport à la remarque, alors je ne sais plus, je crois que c'est Loïc qui parlait de ça, dans les patientes qu'on a au niveau du club d'escalade, on a aussi des patients, alors je ne vais pas dire qu'on a un IMC de 18, hein, mais en tout cas qui sont sur des profils beaucoup plus fins que des personnes qui seraient en surpoids. Et elles trouvent ouais, beaucoup de plaisir au niveau physique et au niveau moral de suivre ça, donc ça fait
Probablement parce que ce sont des personnes qui sont suivies en hémato et nous, à l'ICO, on ne prend pas en charge les personnes qui sont en hémato. C'est peut-être une des explications. Ça, c'est fort possible, tout à fait. Mais très bien. Mais ceci dit, je disais ça par rapport à la population que nous, on a à l'ICO, mais bien sûr que l'escalade s'y prête tout à fait pour les personnes qui sont aussi avec un IMC beaucoup plus faible. Hein. Donc, pas de souci, au contraire. Ouais, très bien. Alors, par contre, nous, on a eu plus des gens à IMC élevé sur la partie EHPAD que sur la partie cancer. Ouais. Et c'est pareil, pour l'EHPAD, c'est des gens qui trouvent ça fantastique, quoi. Quand vous avez quelqu'un qui a 85 ans qui se retrouve à 10 mètres du sol en se disant « j'y arriverai jamais », mais qui le fait et qui a envie de revenir le mois suivant, c'est aussi très, très gratifiant pour eux et pour nous qui les encadrons. Ouais, bien sûr. Bien, merci. Passe le micro, Quentin. Quentin, pardon. Clément, excuse-moi. Pas de souci. Oui, alors du coup, pour la fin, je vous laisse prendre, si vous le souhaitez, nos contacts pour la Ligue. Donc du coup, Pascal Lanfranchi, qui est responsable commission sport santé, et moi-même, qui pourront répondre à vos questions, et puis aussi vous rediriger peut-être vers des clubs qui sont proches de chez vous. Nous, notre envie, donc du coup, c'est de créer ce réseau, et donc du coup, à la fin de cette visioconférence, en même temps que le questionnaire, ce qu'on souhaite, c'est partager un tableau avec tous les contacts et les villes de chaque contact, que ce soit professionnel de santé, également club, qui ont participé à cette visio, à ce webinaire, pour que vous puissiez plus facilement prendre contact avec les uns ou les autres. Alors, à moins que vous ne souhaitiez pas partager vos contacts, et dans ce cas-là, il faudra nous le signaler. Donc, si vous ne souhaitez vraiment pas adhérer à ce réseau, n'hésitez pas justement à nous contacter par email. Nous, il n'y a pas de souci, hein, il y a pas de souci, mais si on peut partager le plus largement possible vos contacts pour permettre d'avoir une prise d'initiative dans les clubs ou au sein des espaces de santé, c'est ce qu'on cherche. Voilà. Merci à tous, merci d'avoir participé et merci aux intervenants. Merci. Merci bonne soirée. Au revoir. Merci à tous. Merci encore Loïc et Sophie. Pas de souci. Merci. Au revoir. Au revoir. Avec plaisir, au revoir.